Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix des auteurs. Aujourd'hui, je reçois une autrice dont le roman a fait beaucoup parler, Golden Scars de Laura Antea. Salut Laura, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ben ça va super. Je suis trop contente. Merci à toi surtout. Ben, du coup, aujourd'hui, on va bien évidemment parler de ton roman où on suit Ouais. Candice. Donc Candice, une jeune femme qui a tout perdu et qui part retrouver son frère disparu jusqu'à à tomber sur Scam. Mhm. Voilà, Scam, un personnage très mystérieux qui a fait parler beaucoup de personnes. Mhm. Mais du coup, voilà, on va parler du roman et un peu de ton écriture, tes personnages et de tout ce qu'il y a derrière ces bien 500 pages d'écriture. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis du coup Laura. J'ai 26 ans. Je suis libraire et voilà, j'écris mes romans à côté. J'écris depuis toute petite, même si l'écriture m'a un peu quittée vers l'adolescence, paradoxalement. Et puis, une fois que je suis rentrée dans le monde du travail et que j'avais enfin quitté les études, j'ai enfin repris l'écriture. Et donc voilà, je suis nordiste qui habite désormais dans le sud. Et voilà, je suis passionnée par l'écriture, la lecture, le cinéma et les jeux vidéo. Du coup, est-ce que tu as toujours voulu écrire des romans ou est-ce que c'est venu petit à petit? Au début, c'était plutôt des nouvelles, des poèmes, je sais pas comment t'es Mhm. rentrée dans l'écriture. Alors, j'y suis entrée toute petite. J'écrivais des... Alors, quand je dis toute petite, c'est vers 10-11 ans. J'écrivais des nouvelles. C'était vraiment pas du tout des histoires d'amour. C'était limite des histoires horrifiques, des histoires où je racontais mes péripéties qui m'arrivaient avec mes parents ou à droite à gauche et je les transformais en histoires un peu fantastiques. Arrivée au collège, j'ai transformé cette passion d'écriture. En fait, je l'ai combinée avec mon autre passion pour les jeux vidéo et notamment avec les Sims. Et en fait, j'ai créé des romans photos grâce aux Sims. Et donc, en fait, au lieu d'écrire mes romans sur papier, je les écrivais à travers du montage, à travers des images, à travers des vidéos. Et donc, j'ai fait ça pendant 10 ans à peu près, du collège jusqu'au début de l'université. Et puis après, une fois que j'ai eu mes diplômes, j'ai décidé de laisser de côté cette passion pour YouTube, un endroit où j'avais quand même construit une grosse communauté autour de mes histoires. Et je voulais vraiment les poser sur le papier enfin. Et donc, c'est comme ça qu'en 2024, j'ai pris la décision de poser une de ces histoires que j'avais créées sur YouTube sur papier. Et donc, ça a été Golden Scars pour le coup. Ah oui, purée, alors je m'attendais pas du tout à ça. Donc franchement, c'est dingue, c'est la première fois, je crois, que j'ai quelqu'un qui vient me raconter que ça se passe comme ça, l'écriture du roman. Je savais Ouais. pas du tout que t'étais passée par les Sims, YouTube, du coup, le montage vidéo, c'est génial. Ouais, c'était une grosse période de ma vie où je m'y réfugiais, entre guillemets, et j'aimais beaucoup le montage à l'époque. Donc, en fait, j'avais pas comme projet de devenir autrice. C'était juste ma passion première, inventer des histoires. Et comme j'aimais aussi les jeux vidéo et que c'est là où je me réfugiais, j'ai combiné les deux. Et puis, j'ai créé une communauté un peu niche de séries Sims, on appelait ça. Et, euh, et ouais, on était 15 000 pour le coup. C'était trop chouette. Ouais, c'est énorme. En fait, vraiment, je suis impressionnée parce que bah, j'adore aussi les Sims. Voilà, c'est dit. Trop bien. J'adore jouer aux Sims. Moi, je crée plutôt les maisons, tout ce qui est un petit peu immobilier, etc. Genre, j'ai reproduit la maison de Bridgerton dans les Sims. Voilà, Trop à bien. quel point c'est fou ce jeu. Mais je pensais pas que du coup ça pouvait aussi aller sur d'autres styles de création. Enfin, c'est Ouais. génial quoi de voir qu'en fait un seul jeu peut réunir déjà autant de monde et de différentes manières. Enfin, c'est Ouais. vraiment trop chouette. Et totalement, et c'était vraiment des... J'étais pas la seule pour le coup, mais c'était vraiment une catégorie niche de YouTube, et t'en avais dans tous les pays, t'avais même des séries américaines, enfin, vraiment, c'était très niche, mais pour le coup, pour quelqu'un qui voulait raconter ses histoires autrement que sur Wattpad, par exemple, et ben, c'était trop chouette, c'était trop original. Bah ouais, c'est ça, c'est surtout que c'est original parce qu'on s'attend pas à ça quand on parle un peu d'écriture entre guillemets. Et c'est vrai qu'en Ouais. plus, à l'époque, je pense que Wattpad avait vraiment une place énorme dans le monde littéraire. Donc pouvoir passer par une autre plateforme et les jeux, etc., c'est vraiment trop cool. Et du coup, ça, tu t'as totalement arrêté maintenant, mais est-ce que c'est toujours en ligne ou pas? Alors, mes vidéos sont en privé parce que quand j'ai signé Golden Scars, je voulais Hmm. vraiment séparer les deux parce que du coup,
bien sûr, ça trouve son origine dans ma série YouTube, mais il y a tellement de choses qui ont changé que je voulais vraiment dissocier les deux. Donc aujourd'hui, la chaîne existe toujours et peut-être qu'un jour, je reprendrai les vidéos YouTube, peut-être sous d'autres formats, etc. Mais les vidéos sont en privé aujourd'hui. Ah, dommage, j'aurais été curieuse de voir ça. Bah, du coup, ça m'amène plein d'autres questions, c'est dingue. Parce que j'allais te demander quels auteurs t'ont donné envie d'écrire, mais est-ce que du coup, c'est ces auteurs-là qui t'ont aussi, je sais pas, donné des inspirations pour partir dessus? Enfin, Oui. comment tu t'es mis, voilà, comment tu t'es inspiré pour écrire tout ça? Du coup, quand j'ai commencé à écrire, que ce soit format YouTube ou format dans mon coin, parce qu'à l'époque, je postais pas sur Wattpad, c'était pas forcément de la romance. Et donc, il y a quand même des auteurs et des autrices qui m'ont dirigée vers ce format-là de romance et qui m'ont un peu ouvert les yeux sur le fait que, ouais, on pouvait écrire des histoires d'amour. Et en fait, secrètement, c'est un truc que je chérissais, mais que, en fait, je n'osais pas faire, que je n'osais pas écrire. Et à l'époque, je te parle de ça, c'était en 2017-2018. Mhm. J'ai vu que ça commençait à. Enfin, les gens n'avaient pas honte de publier des histoires d'amour. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. En fait, je veux raconter l'amour, en plus, grande amoureuse de l'amour. Et donc, du coup, mes histoires ont commencé à prendre un axe vers la romance. Et ouais, il y a des autrices, je vais citer Morgane Moncombe. Je crois que le premier livre que j'ai lu d'elle, c'est L'As de cœur. Mhm. Ça a été une révélation pour moi. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est totalement ça que je veux faire. Et c'est aussi ça qui m'a motivée à enfin écrire mon histoire sur papier. C'est venu un peu plus tard quand je travaillais en librairie, mais il y a Daniel Jensen. C'est surtout Morgane que je vais te citer, honnêtement. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui m'a motivée à prendre cette direction-là. Ouais, je pense que Morgane a vraiment une influence. En tout cas, au fil des ans, ça s'intensifie de fou. Et c'est génial parce que du coup, la romance, comme tu le dis, elle revient vachement au premier plan, sans honte, Ouais. sans gêne, etc. Et ça devient vraiment un genre à part entière qu'on ose mettre en avant. Et ça, c'est trop chouette. Exactement, c'est exactement ça. Et puis le fait que tu peux écrire une histoire d'amour tout en sans reléguer au second plan des sujets plus profonds, c'est exactement ça que je faisais déjà de base dans mes histoires. Et là, le voir quand j'ai lu L'As de cœur et que j'ai vu qu'il y avait vraiment une intrigue, un peu une intrigue mystérieuse et tout ça, j'ai dit mais en fait en fait c'est bête, mais je ne savais même pas que c'était possible entre guillemets Mhm. de publier ce genre d'histoire et c'est ça qui m'a motivée. Pour te dire, c'est vraiment pareil, mais moi, c'est plus avec l'époque victorienne. Genre, c'est comme Ouais. toi, genre, je pensais pas que ça pouvait être un genre ou qu'on pouvait aller écrire dessus, etc. Moi, j'écrivais de la romance, mais contemporaine. Et pareil, j'ai eu un Ouais. déclic en lisant un livre et je me suis dit comme toi, genre, en mode, mais pourquoi on n'écrit pas dessus? Enfin, genre, j'ai envie de le faire et j'ai enfin la porte qui m'ouvre le truc de me dire, oui, tu peux le faire, tu vois. Genre, c'est exactement C'est pareil que ça. toi. Ouais, c'est fou. Et du coup, c'est tout ça qui t'a donné un petit peu l'envie d'écrire de la romance et d'en ajouter un petit peu dans ton livre, ou t'étais déjà quand même un petit peu parti sur cette idée? Bah, à l'origine, dans l'histoire de base de ce roman, il y avait de la romance, donc il y en avait, mais ça tournait pas, c'était pas le sujet central. Et donc quand j'ai commencé l'écriture, de ce roman, j'ai comment? Je l'ai écrit comme je l'avais construit sur YouTube. Et après, j'ai compris que quand tu voulais écrire une romance, en tout cas le vendre comme une romance, il fallait recentrer ton histoire autour de cette histoire d'amour, que tu la fasses passer au premier ou au second plan, peu importe, mais il fallait quand même que le fil conducteur soit une romance. En tout cas, c'est ce que j'ai compris une fois que j'étais entrée dans le monde de l'édition. Et quand mes éditrices m'ont dit, il va falloir recentrer, on adore l'histoire, on adore les péripéties, on adore les mystères, mais il va falloir que tu nous ajoutes un peu plus de romance. C'était pas pour me déplaire, c'est juste que j'avais pas l'habitude et que j'ai dû apprendre les codes de la romance quelque part parce que j'adore en lire, mais je connaissais pas les codes pour les écrire. Donc lire de la romance à côté de cette écriture, ça m'a beaucoup aidé aussi à recentrer cette romance et en mettre un peu plus. Et ça n'a pas été pour déplaire les lecteurs et les lectrices, je pense. Ah non, loin de là, on est vraiment très contents. Je pense que il nous aurait manqué quelque chose, on aurait été un peu frustrés. Surtout déjà que c'est un slow burn, donc ouais, j'ai Ouais. rajouté. Et franchement, entre la première version et la version actuelle en librairie, ouais, il y a eu un gros gap de romance. Mais là, on va faire une petite avancée dans ton roman et on va parler plus précisément des personnages, du titre, Mhm. etc. Si tu devais vendre Golden Scars en moins d'une minute, là rapidement, quelques mots, sans lire le résumé officiel, qu'est-ce que tu dirais?
Alors, Golden Scars, c'est un romantique suspense qui se passe aux États-Unis. On a un road trip, on a des secrets, des complots aussi, mais on a aussi des personnages qui sont brisés, qui font tout pour être résilients, pour survivre ensemble. Et c'est des personnes qui, à la base, n'ont rien en commun, mais qui finalement comprennent très vite qu'une famille, c'est pas toujours, en tout cas, les liens du sang, surtout quand celle-ci nous a laissé tomber. Et donc, voilà, on suit Candice qui cherche son frère, mais qui va se retrouver mêlée à un groupe de cambrioleurs. Le groupe est mené par Scam, un leader un peu mystérieux. Donc voilà, mais ils vont très vite, ce groupe, découvrir que tout ça les dépasse et qu'il y a quelque chose de plus grave au-dessus d'eux. Mais voilà, beaucoup de résilience, beaucoup de blessures, beaucoup de poésie aussi. Et on s'ennuie pas normalement. Voilà, si je Ah devais le non. vendre. Ça, c'est sûr qu'on s'ennuie pas, comme tu l'as dit, déjà par la romance qui est un slow burn et par toutes les Ouais. intrigues qu'il y a de tous les côtés. On veut en savoir plus jusqu'à la fin et c'est vrai que c'est vraiment bien. Comment elle est venue l'idée de l'histoire? Est-ce que justement c'est en jouant que tu as eu des idées, que ça s'est développé? Est-ce que tu as commencé par un personnage, une scène? Comment tu as commencé ton histoire? J'ai des souvenirs assez flous là-dessus. Je sais juste que ça m'est venu en été 2016. J'avais un carnet, j'étais en vacances avec mes parents et je ne sais plus comment ça m'est venu. J'ai des souvenirs très très flous, mais j'ai commencé à écrire. Moi, à l'époque, c'était épisode par épisode, mais du coup, on peut considérer que c'est chapitre par chapitre. L'histoire est venue toute seule et je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'elle me vient. Et c'est terrible. C'est terrible parce que dans mes autres histoires, il y a toujours une étincelle, tu sais, il y a toujours un feu qui commence quelque part. Mais alors, pour celle-là, il y a dû en avoir un, mais je ne me souviens plus. Après, ça date aussi, hein. Ça fait 10 ans Je- quand même, hein. Ouais, ça fait 10 ans parce que là, je l'ai publié en 2026, mais ouais, je l'ai commencé en 2017, quoi. Donc, Ouais, c'est fou quand même. c'est vrai que moi, une fois que j'ai commencé l'écriture en 2024, l'histoire, si tu veux, elle avait déjà 7 ans de bouteille. Donc, c'est, ouais, j'ai pas vraiment l'origine. Après, les personnages, c'est beaucoup inspiré de mes propres expériences, de mon entourage. Ça, oui. Par contre, l'intrigue en elle-même, je savais juste que je voulais faire du suspense parce que, ouais, ça a été la première chose que j'ai voulu écrire et ça rejoignait aussi ce que je faisais déjà de base. J'aimais bien les enquêtes, les mystères et tout ça. Après, comment cette idée de cambriolage est venue, je n'en ai aucune idée. Et du coup, est-ce que, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais du coup, tu as commencé la réécriture, donc tu as dit en 2024, c'est ça? Ouais, c'est Donc il y ça. a eu quand même un énorme moment. Est-ce que c'est plutôt en 2024 que tu t'es dit, là je tiens quelque chose et il y a vraiment quelque chose qui peut se créer? Ou déjà en 2016, quand tu as commencé à l'écrire, tu te disais, ouais, il y a du potentiel dans cette histoire? Alors, ouais, en 2016, je me disais pas forcément ça. Moi, je voulais juste partager ma passion avec ma communauté. Après, c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires et de messages de ma communauté qui me disaient, mais tes histoires sont toujours originales. Enfin, il y a toujours un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs. Donc, moi, c'est vrai que ça me faisait très plaisir, mais c'était pas dans mon but de plus tard la rendre encore plus accessible. Mais en 2024, ça faisait déjà 2 ans que j'étais libraire, 2 ans que j'avais repris goût à la lecture, que je baignais dedans en fait tous les jours, et notamment la romance. Et en 2024, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, Laura, pourquoi tu n'essaies pas de d'atteindre ton nouveau rêve depuis peu, c'est-à-dire voir cette histoire accessible à un plus grand nombre. Si elle n'est pas publiée, tu la publieras toi-même ou tu la partageras gratuitement. Enfin, voilà, j'avais pas vraiment dans l'idée d'être publiée en maison d'édition, mais je me suis dit, on y va quoi. On y va, on l'écrit jusqu'au bout. Et parce qu'à l'époque, en 2024, elle était toujours pas finie sur YouTube. Le montage et tout ça, ça me prenait un temps monstre. Et à côté de mon CDI, je n'avais plus le temps. Et je me suis dit, là, va falloir faire un choix. C'est soit je continue les vidéos YouTube, soit je tente de l'écrire sur papier jusqu'à la fin et de la partager à quelqu'un, une maison d'édition, sur Internet, peu importe. Donc c'est comme ça que j'ai réussi, au bout de 6 7 mois, je pense, à la terminer. Oui, quand même, t'as pris du temps du coup pour l'écrire aussi. Ouais, parce que même si j'avais la base et que je connaissais mes personnages par cœur après toutes ces années, ben, un roman sur YouTube et un roman sur papier, c'est pas du tout les mêmes codes. Et même si j'écrivais depuis toujours, et ben, il a fallu apprendre ces codes précis d'écriture. Donc ouais, ça m'a quand même pris 7 mois, ouais. 7 mois, ça peut paraître long, mais à la fois Ouais, c'est quand même rapide, surtout quand tu vois que l'histoire elle est dans ta tête depuis 2016. Du ouais, coup, t'as l'impression, tu sais, que l'histoire, tu vas prendre aussi beaucoup de temps à l'écrire. ouais. Et au final, ça va quand même. T'as bien géré ton temps, surtout si tu travailles à côté, etc. Je suis vraiment contente du temps que ça m'a pris. Je pense que le fait que ça avait mûri dans ma tête depuis des années, ça a vachement aidé parce que
Je connaissais mes personnages, je connaissais l'intrigue, je connaissais la fin, je savais où j'allais. Alors que tu vois, mon deuxième roman que j'ai terminé d'écrire en janvier dernier, j'ai mis 9 mois parce que je ne connaissais pas les Ouais, personnages, ouais. et que j'ai dû apprendre à les connaître. Enfin voilà. Donc ouais, 7 mois, c'est. Puis j'étais motivée. Donc. Comme on parle un peu de l'écriture, je vais citer une phrase qui m'a marquée. Bon, moi, t'as vu mon livre, hein, j'ai mis énormément de post-it de tous les côtés. Voilà, je suis addict aux post-it J'adore. et du coup, j'ai noté forcément quelques petites phrases. Donc, je vais en reprendre un petit peu dans cet épisode du podcast. Il y en a une qui m'a vraiment marquée. C'est celle où tu dis, où t'écris, je ne craignais pas le calme autrefois. Aujourd'hui, c'est presque une phobie. Est-ce que ces phrases-là, tu les écris spontanément ou tu les retravailles derrière et ça te prend du temps pour les trouver? Bah, un peu des deux. Il y a des phrases, je pense qu'en tant qu'auteur, autrice, on se reconnaîtra tous là-dedans, mais en fait, des fois, au quotidien, tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec l'écriture et l'écriture vient quand même à toi Ouais. et pop des phrases dans ta tête et tu dois vite sortir ton téléphone pour la noter quelque part. Donc ça dépend, c'est soit ça me vient comme ça, soit oui, il y a du travail de réécriture fois 1000. J'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup les métaphores et j'aime bien les rimes aussi. Donc j'essaie de mélanger un peu les genres et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réécriture où j'essaie de rendre mes phrases un peu plus poétiques. Donc pour te répondre, je dirais un peu des deux. C'est comme tu dis, de toute façon, à l'écriture, elle vient toujours te trouver à un moment. Et, Ouais. mais du coup, ça se ressent vraiment, ce côté poétique et vraiment retravailler des phrases. Ça peut être perturbant parce qu'on a l'impression que c'est naturel en fait. Et du coup, c'est ça qui rend le livre très beau et Ouais. poétique, comme t'as dit. Il y a vraiment des deux, pour le coup, tu vois, celle que tu m'as citée, je pense qu'il y a un travail de réécriture de mémoire. Par contre, pour t'en citer une autre, je la connais par cœur parce qu'elle m'a marquée, parce qu'elle m'est venue toute seule sans réécriture. C'est quand Scan dit... Attends, je l'ai plus en tête. Je dois choisir entre le noir ou le bleu, entre mon âme ou ses yeux. C'est une phrase qui m'a marquée parce que elle m'est venue, mais direct. Il n'y a pas eu de réécriture. Elle est restée comme ça. Et je la trouve magnifique. Je crois que c'est une de mes phrases préférées que j'ai pu écrire. Pendant qu'on est un petit peu sur les mots, sur tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer le titre? Parce que le titre, Golden Scars, il est quand même assez fort. Il faut savoir que les titres, pour moi, c'est une vraie galère. Il y a beaucoup d'auteurs qui me disent, mais moi, le titre me vient direct en premier. Je le sais déjà dès le début et tout ça. Et moi, c'est pas vraiment mon cas. Et donc, pour le coup, Golden Scars, c'était pas le premier titre. Et du coup, quand il a fallu en choisir un avec mon éditrice, elle m'a fait plusieurs propositions et il y a aucune des propositions qui me plaisait. Je voulais vraiment quelque chose de fort. Je suis une très grande fan des jeux de mots. Je reprenais les éléments qui fabriquaient cette histoire. Donc les étoiles, le doré qui revient assez fréquemment, le fait que ça commence en Californie, donc le Golden State. Voilà, il y a plein d'éléments qui se sont retrouvés autour de ce roman. Et du coup, au début, c'était Golden Stars. Et j'en Mhm. ai fait un jeu de mots avec du coup les cicatrices, donc Golden Scars. Et donc, je l'ai présenté à mon éditrice en expliquant pourquoi c'était hyper percutant. Parce que quand j'ai trouvé ce titre, j'ai dit, mais c'est ça, c'est celui-là. J'ai dit, donc j'espère qu'elle va comprendre et qu'elle va l'accepter. Et donc, je lui présente et je lui dis pourquoi c'est hyper pertinent. Et elle me dit, mais. Bon, elle me le dit pas comme ça, mais elle me dit, mais meuf, mais c'est totalement ça en fait. Donc, ni une ni trois, je crois que ça s'est passé en un jour, en un échange de mails. Elle m'a dit, allez, on part sur ça. Et donc, ouais, Golden Scars est venu comme ça. Et donc, ça à la fois ses étoiles, ses constellations, mais à la fois ses blessures que tu peux comparer à des étoiles selon comment tu les vois, comment tu les perçois. C'est des blessures qui te guident dans le noir et qui éclairent l'obscurité. Et ces blessures, c'est pas forcément que du négatif, il y a toujours du positif à en tirer. Et c'est un peu le fil conducteur du roman. Donc, j'étais vraiment très contente de ce titre. Mais j'ai vu autre chose derrière. Est-ce que je peux te dire ce Mhm. que moi j'en ai vu Ouais, derrière? carrément. Est-ce que tu connais la technique, tu sais, japonaise, kintsugi, où tu répares les objets? Oui, totalement. Et c'est pour ça que la couve est comme ça, ouais. Ah voilà, je me disais parce que entre l'objet, enfin la jointure d'or, l'objet qui est brisé, qui se Ouais. répare et tout ça, et comme les personnages sont un petit peu blessés, ils ont chacun leur cicatrice, ils sont un petit peu, voilà, ils cherchent à être réparés d'une certaine manière. Et justement, j'avais un peu cette idée-là, à la fois par rapport aux thématiques du livre, mais la couverture, forcément, nous rappelle ça avec les petites fissures dorées, etc. Mais c'est, Ouais. du coup, si tu l'avais déjà en idée, ça va, j'ai percé ton secret à jour. Ouais. Tu l'as percé nickel. Ouais, pour le coup, je l'ai pas évoqué, mais oui, totalement. Parce que pour le coup, ça se voit plus
avec la couve. Mais ouais, quand mon éditrice, elle avait résumé le roman à l'illustratrice a tout compris et elle nous a dit, ben voilà ce que j'ai fait. J'ai dit, ben c'est exactement ça. La couverture, elle est très prenante et je pense qu'elle attire aussi beaucoup dans les Ouais. librairies, elle attire l'œil et elle est jolie, quoi. Elle est vraiment magnifique. Moi, je la trouve géniale, la couverture. Merci beaucoup. J'aime beaucoup aussi quand j'ai vu que, parce qu'au début, j'étais pas au courant que ça allait briller, tu sais. Et quand j'ai vu que ça brillait, je me suis dit, waouh, je suis trop fan. Ah, mais tu m'étonnes, en plus le titre ressort quand tu le touches et tout, Ouais, le livre est parfait, il est magnifique. c'est gentil. Comme on parle un peu des cicatrices et des personnages, j'ai une petite question qui s'est posée par rapport à une phrase en particulier. Quand t'écris, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Est-ce que toi, tu crois qu'il y a des blessures qui sont irréparables? Oui, je pense que oui, il y a des blessures qui sont irréparables et c'est ce que j'ai voulu montrer aussi en écrivant ce roman et c'est un peu la conclusion dans les dernières pages, c'est que en fait cette romance et cette histoire en général, elle n'a pas été créée pour montrer qu'on pouvait réparer des blessures, ni forcément les guérir, mais qu'on pouvait les réinventer et les voir sous un autre angle. C'est quelque chose que Agathe dit à un moment dans le roman. Elle dit que en fait, ça dépend comment tu regardes ta blessure. Faut apprendre à la regarder autrement. Donc, il y a des blessures qui se réparent. Je pense qu'il y en a d'autres qui ne se répareront jamais. Elles peuvent se refermer, mais elles seront toujours là. Et quelque part, c'est pas forcément quelque chose de grave qu'elles soient toujours là. Le plus important, c'est d'apprendre à vivre avec, à survivre et de les regarder pas d'un œil négatif, mais d'un œil je suis encore là. Ouais, ouais. Est-ce que c'est aussi pour ça que justement ils ont aussi des cicatrices physiques dans ton roman? Ouais, totalement. Alors, ils ont des blessures et cicatrices physiques. Surtout les personnages principaux. Et puis les personnages secondaires, c'est plus ancré à l'intérieur. C'est ouais, des blessures invisibles pour le coup, soit mentales, soit dans leur âme, mais il y a vraiment les deux, ouais. On a tous des cicatrices hein, physiques et c'est vrai qu'on a plus tendance à s'arrêter sur les cicatrices qu'on a ou les blessures qui sont justement invisibles, celles qu'on a vécues, les choses qui nous ont Mhm. traumatisés, etc. Alors que physiquement, on finit par s'y habituer, on cherche pas forcément à les couvrir, etc. Il y a un moment de Ouais, notre vie où on les accepte beaucoup plus facilement, j'ai l'impression, que ce qu'on a vécu émotionnellement. Et c'est vrai qu'à travers le roman, comme il y a des personnages qui ont vécu des choses différentes et des blessures différentes, et de différentes manières, comme tu l'as dit, il y en a qui sont physiques et d'autres non, ben on ressent vraiment cette pensée-là, cette pensée que tout le monde en a, quoi qu'il arrive, et qu'il faut vivre avec, et à un moment, de toute façon, elles font partie de nous, et au contraire, même les aimer, ça prouve ouais. on aime notre histoire et qui on est aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. J'ai vraiment voulu mettre les deux et puis montrer que voilà, il y a pas de hiérarchie de blessures ou de cicatrices. On est tous dans le même bateau, on est tous humains, et à partir du moment où on est tous humains, ben, on va tous traverser ce genre de choses, que ce soit physique ou mental. Et le plus important, ouais, comme tu dis, c'est d'apprendre à les regarder autrement. Et du coup, ça mène à un autre sujet qui est la résilience. Est-ce que du coup, c'est un roman du coup sur l'amour ou plutôt sur la reconstruction? Eh bien, c'est un roman sur l'amour qui se réinvente. J'aime beaucoup dire ça de Scam et Candice. Je dis toujours que leur amour est pas réparateur parce qu'à aucun moment dans le roman ils essaient de se réparer. C'est un amour qui se réinvente. Candice essaie d'aider Scam à se réinventer, c'est ce qu'elle lui dit à un moment donné. Elle dit tu peux te réinventer. Et lui, dans la deuxième partie, pareil, il veut qu'elle se réinvente et qu'elle existe enfin pour ce qu'elle est et que le passé, ben voilà, il est là, on pourra pas le changer et on pourra pas le réparer non plus. Et ces personnages, du coup, comme tu en parles un petit peu, comment t'as choisi leur prénom? Candice, je crois que c'est simplement un prénom que j'aimais beaucoup à l'époque et dont la signification ben, allait parfaitement avec le personnage. Scam, c'était en 2017, donc c'était l'époque Scam Norvège, Ah! une série adolescente du coup. Et en fait, je regardais Scam Norvège tous les jours de ma vie et j'ai toujours adoré ce mot. Et quand j'en ai compris la signification, j'ai dit, mais en fait, c'est lui, c'est ce prénom. J'adore que mes personnages soient tous différents et originaux jusqu'à leur prénom et que leur prénom ait une signification également. Et ouais, ils me sont venus comme ça. Après, pour les personnages secondaires, ça a été aussi pareil. J'ai cherché surtout par rapport aux significations. Ah, c'est dingue pour Scam parce que j'ai regardé la série, toutes les versions qui existent de cette série, même la française, et j'ai même pas une seule seconde fait le rapprochement.
Ah, bah c'est fou, bah C'est dingue. ça me rassure du coup parce que j'avais peur que les gens disent ouais bah ok, enfin qu'ils n'arrivent pas à dissocier alors que finalement, parce que moi au final c'était une rêve comme une autre, Oui, mais ouais. c'est vrai que c'est tellement devenu une part de, enfin son identité à mon personnage que j'ai maintenant quand je parle de Scam, je ne pense presque plus à la série originale. Il s'est approprié le prénom, quoi. Il s'est C'est approprié ça. son histoire. Mais Scam, en plus, quand on connaît aussi la série et ce qu'elle raconte, c'est vrai que oui, ça va totalement avec le personnage, en fait. Ouais, totalement. Comme on reste un petit peu sur les personnages, t'as parlé un petit peu des personnages secondaires, etc. Bien Mhm. évidemment, on va parler du Found Family, parce qu'au final, ils ont quand même créé une sorte de famille. Et comme toutes les familles, voilà, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Pourquoi t'as choisi justement de créer une famille comme ça? Fin de famille, je pense que ce sera un de mes tropes favoris jusqu'à la fin de ma vie. C'est un trope qui me tient à cœur parce que voilà, quand j'ai écrit cette histoire, quand je l'ai créée en tout cas, en fait moi je fais pas partie d'une famille qui se dit je t'aime, qui se montre des démonstrations physiques d'amour, etc. C'est quelque chose que j'ai pas connu. Je pense que indirectement en 2017, ouais, j'avais 18 ans, donc j'étais encore en pleine construction finalement, parce que la construction s'arrête vraiment pas à 18 ans. Et je pense que c'est quelque chose dont j'avais besoin. Et quand j'ai vu que c'était quelque chose qu'on pouvait totalement insérer dans une romance, j'ai dit, mais c'est totalement ça. Et de toute façon, c'est ce que j'avais déjà créé sur YouTube avant de savoir que c'était un trope à part entière. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment quelque chose que je voulais créer et mettre en avant parce que finalement, quand je pense à mon roman, je pense pas seulement à la romance, je pense surtout au Found Family. Et je crois que c'est la chose qui revient le plus dans les chroniques, c'est le Found Family, justement. Je sais qu'il a touché beaucoup de monde et ça me touche parce que je voulais vraiment que n'importe qui puisse se reconnaître dans un des personnages et montrer que plusieurs personnes hyper différentes qui n'ont rien à voir peuvent totalement devenir une famille à part entière, sans lien de sang, sans rien du tout, avec leur haut, leur bas, mais qui se reconnaissent à travers soit des fissures, des blessures. On n'a pas besoin d'être pareil sur tous les plans pour être une famille. Et voilà, tous ces personnages-là, ils avaient personne, en fait, finalement. Ils se sont retrouvés lésés, notamment par la société. Et leur plus grande force, ça a été de rester ensemble et de survivre. Moi aussi, j'adore les found family. Et en fait, ce qui Mm. est bien avec ton histoire, c'est que c'est pas une found family, euh, comment dire, toute rose, toute belle. Mm. Justement, comme tu dis, il y a un petit peu de tout ce qu'on reconnaît dans une famille. Il y a des problèmes, il y a des embrouilles, il y a des gens qui sont pas d'accord, d'autres qui s'aiment pas et qui se tolèrent, etc. Et Ouais, c'est vrai que souvent dans les found family qu'on trouve, surtout dans la romance, ouais, c'est des found family qui sont quand même très joyeuses, qui ouais. s'apportent beaucoup, etc. Et je pense que c'est pour ça aussi que ton roman, il y a ça qui ressort beaucoup et que beaucoup de personnes en parlent, c'est parce que justement, ça s'est mis en avant d'une manière différente. Oui, et c'est ce que j'avais cru comprendre parce que moi, pour le coup, pour avoir lu plusieurs fins de famille dans des romances, c'est exactement ce que tu dis, c'est que souvent, c'est des fins de famille drôles, où l'humour prime, t'as toujours des personnages hilarants, et c'est très bien, et c'est top. Mais avec les personnages de Golden Scar, c'était... alors, je dis pas, il y a des, il y a des moments où ils sont drôles, ils s'amusent, ils rigolent, mais, euh, mais moi, pour le coup, quand tu penses à ce fan de famille-là, tu penses pas à un fan de famille joyeux et c'est pas grave. Finalement c'est comme ça qu'ils s'aiment. Finalement, c'est plus dans leur douleur que dans leurs moments joyeux et je trouve ça tout aussi fort. Ah, mais même cette phrase, t'es vraiment une poète née, parce que même cette phrase, t'aurais pu la mettre dedans, c'est magnifique, quoi. Mais t'as fini, oui. Mais non, Pas mais c'est mal. vrai, c'est trop beau. Je t'écoute et je me dis, et je te jure, je suis en train de regarder le plafond en mode, mais purée, mais elle est incroyable, en fait. Et pourtant, j'ai l'impression de galérer à trouver mes mots, mais c'est très gentil. Non, moi je trouve pas, t'es parfaite. Je vais finir cette partie-là sur une nouvelle phrase, parce que comme je t'ai dit, t'es une poète, donc on va continuer sur des petites citations. Mais il y a une fois, enfin, comme t'as vu, une fois de plus, je le redis, mais j'ai mis 10 000 post-it, donc forcément je vais te dire, oui, il y a une fois, une phrase m'a marqué, mais il y en a 10 000. Mais il y en a une que j'ai retenue et qui, pareil, celle-là pour le coup m'a vraiment marqué, parce que je la trouve très juste, c'est bêtise ne veut pas dire erreur. Est-ce que Oui. pour toi, il y a une différence du coup entre ces deux-là? Ben oui, oui, totalement. Alors c'est dans la deuxième partie, si je me trompe pas. Je relis Oui. pas mon roman tous les jours.
Mais oui, c'est une phrase que Candice, elle dit à Scam. Et oui, en fait, il y a une grande différence. Tu peux faire une bêtise, mais volontairement, parce que tu sais que tu vas pas la regretter et que, en fait, il y a des fois dans la vie où tu sais que ce que tu vas faire, t'es pas censé le faire, soit pas maintenant, Mm. soit pas de cette façon-là, mais que si tu fais pas, tu auras des regrets. En fait, des fois, vaut mieux regretter quelque chose, mais de l'avoir vécu plutôt que de vivre. Toute ta vie en te disant en fait je suis peut-être passée à côté de quelque chose et je le saurai jamais, donc c'est vraiment cette nuance là que Candice explique à Scam en disant que aller rentrer chez les jeunes menaces c'est une bêtise parce que devenir criminel du jour au lendemain enfin t'es pas censé faire ça, mais est-ce que c'est une erreur? Finalement non, je pense que c'est le meilleur choix de sa vie, donc Il y a souvent cette phrase, tu sais, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, des choses comme ça. Et c'est un peu une phrase, tu vois, qui me fait penser à ça, à ce genre de c'est- phrase-là où tu te remets un peu en question et tu te dis, est-ce que si je fais ça, c'est considéré justement comme faire quelque chose de mal, mais est-ce que je le fais quand même? Et si je le fais, est-ce que c'est une erreur? Et c'est vrai que c'est hyper impactant comme phrase en fait. C'est totalement ça, c'est un peu une phrase jumelle de celle que tu as citée. C'est le principe qu'il y a des bêtises qui sont bonnes pour toi, entre guillemets. Ouais, ouais. C'est bête à dire, mais et qui vont te rendre service ou te rendre plus heureuse. Et pourtant, au départ, c'est des bêtises, mais ça change la trajectoire de ta vie. Et voilà. Aujourd'hui, t'es arrivé à écrire un livre et à le publier, Mm. donc finalement, il y a plein de trajectoires et plein de manières d'aller dans différentes choses qui t'apporteront Mm. à toi en tant que personne. Et du coup, c'est parfait, ça me fait une petite transition avec notre dernière partie. Pour Ouais. parler de l'écriture, on en a déjà parlé un petit peu quand même, hein. On a parlé beaucoup du roman, de comment tu l'as écrit, etc. Mais on va Mhm. rentrer un peu plus dans les détails. Est-ce que Ouais. tu as fait un plan pour écrire ton histoire ou tu t'es laissé pousser comme ça? Moi, je suis plutôt team plan, mais je suis un peu des deux en soi. Après, comme je t'ai dit, cette histoire, elle avait vraiment mûri dans ma tête depuis des années, donc pour le coup, c'est complètement autre chose. Mais généralement, ouais, je fais un plan. Par contre, c'est pas des plans très détaillés. C'est genre, une phrase par chapitre. C'est même des mots-clés. Souvent, je fais même pas de Hmm. phrases, c'est juste des mots. Donc, ouais, généralement, je fais des plans. Par contre, je me laisse guider par mes personnages et je suis pas du tout fermée à d'autres chemins. Et ça m'est arrivé plein de fois pendant l'écriture où il y a des. Et je pense que tous les auteuristes se reconnaîtront. Il y a tout le temps des choses qui changent. Les personnages décident eux-mêmes. Les gens comprennent pas souvent quand on dit ça, mais c'est la vérité. C'est les personnages décident et si on n'est pas fermé à ça, le roman il prend des directions hyper originales ou des fois hyper tristes, mais ça fait partie du processus. Donc ouais, moi je suis team plan, mais pour le coup je me laisse aussi guider. Que tu dis par rapport aux personnages, en fait, j'ai fait un podcast, c'est exactement sur ça, c'est les personnages, comment ils nous accompagnent en tant qu'auteur ou même lecteur. Et je parle exactement de ça dedans, du fait que, en fait, tes personnages, des fois, ils t'emmènent quelque part, et en fait, t'as beau avoir un plan, ils en ont rien à faire et Ouais. ils vont t'y amener, quoi. Exactement, c'est fou et je crois que j'arrive toujours pas à me l'expliquer. C'est comme s'ils nous parlaient alors que, mais parce qu'en fait ils proviennent de nous, donc c'est des échos à qui on est, donc c'est comme si notre âme nous répondait un petit peu et je trouve ça hyper fort. Est-ce que t'as eu l'impression qu'il y a un des personnages qui t'a un peu plus tiré la main ou qui t'a plus donné des directives? Je me suis sentie amenée, ouais, globalement par tout le monde. Après, comme je le dis dans mes remerciements, c'est Candice qui m'a tenu la main jusqu'au bout, notamment dans la partie 2 où elle m'a tenu fort la main, elle m'a dit ça va aller. Parce que de base, c'était pas aussi sombre la partie 2, mais elle m'a pris la main et elle m'a dit on va y aller parce que j'en ai besoin. Et pour le coup, ça s'est écrit comme ça. Et donc je dirais plus Candice, ça a été le cas pour tous, mais surtout Candice, ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est fou parce que je j'ai même pas pensé à en parler, mais dans les remerciements, c'est vrai que ouais, voilà, il y a toujours un petit moment où on remercie les personnages qu'on a écrits, l'histoire qui nous a Mm. transcendés, etc. Et pareil, en fait, les gens comprennent pas forcément pourquoi on dit merci Candice de m'avoir amené ici Ouais. aujourd'hui, mais parce qu'en fait, c'est plus vraiment nous qui sommes maîtres de notre roman. Il y a un moment en fait où juste tu vois un film se défiler devant toi et ce film, c'est tes Ouais. personnages qui juste te montrent ce qu'ils veulent vivre et toi, t'es juste là en train de dire, ok, bah je fais votre journal intime et je vous écris votre histoire, c'est tout. C'est exactement ça et parfois c'est même pas seulement ce qu'ils veulent vivre eux, c'est ce que toi tu vis mais que tu veux pas affronter et Oui. c'est ce que je dis dans les remerciements, c'est que je dis que Candice elle est née de moi mais en fait finalement c'est moi qui suis née d'elle parce que
Elle m'a pris la main et elle m'a dit, mais en fait, tout ce que je vis là, c'est pas anodin. Ça vient de quelque part. Je trouve ça fou et c'est pour ça que oui, remercier un personnage, ça peut paraître absurde, mais en fait, c'est un fragment de toi et qui t'a aidé à affronter des choses. Donc après, ça dépend des situations évidemment, mais en tout cas pour Candy, ça a été le cas et ouais, c'est vraiment vraiment fort. Bah ouais, c'est ça, c'est vivre avec ces personnages, c'est vraiment, c'est trop dur à expliquer à quelqu'un qui n'écrit Ouais. pas ou qui ne vit pas ça. Comme tu dis, du coup, elle t'a beaucoup accompagné, elle ou Scam ou n'importe quel personnage, mais ils t'ont accompagné et ils ont été un peu un reflet de toi, etc. Est-ce que du coup, il y a une scène qui t'a mis, je sais pas, qui t'a vraiment demandé à te repousser en tant que personne, en termes de sentiments, d'émotions? Est-ce que t'as une scène qui t'a fait pleurer en écrivant? Comment tu t'es sentie justement émotionnellement? La partie 2 était vraiment très dure. En fait, bon, sans doute, mais du coup, la partie 2, c'est là où j'ai dû comme affronter un reflet et ça a été vachement dur. Je pense que la première scène que j'ai écrite où j'ai pleuré dans Golden Scars, c'est le début de la partie 2 quand Candice est au musée et qu'elle explique donc dans ses pensées comment elle se sent et qu'elle se sent comme une pièce de musée voilà, qui est bloquée dans une époque et que elle ne peut que traverser les âges, mais qu'elle ne vit plus en fait. Et ça a été très dur à écrire et pour autant très facile parce que je crois que c'est la partie où il n'y a presque pas eu de réécriture parce que ça m'est venu comme ça. Donc c'était très facile dans l'écriture, mais très dur émotionnellement. Donc je crois que c'est la première et voire la seule scène où j'ai pleuré en écrivant. Et ça montre ta manière dont t'es impliqué dans ton histoire. Et c'est fou que t'aies pleuré à cet endroit-là, entre guillemets, parce que nous, en tant que lecteurs, je peux te dire qu'on a souffert. Et oui, je sais bien, mais après, c'est vrai que les autres choses pour lesquelles vous avez pleuré, moi, c'est vrai que j'avais fait le deuil, entre guillemets, Hmm. depuis longtemps. Je pense que c'est normal qu'on n'ait pas pleuré pour les mêmes choses, parce que du coup, c'est pas le même but. Oui, Finalement, oui. vous devez pleurer, vous devez, entre guillemets, pleurer à des scènes qui ont été construites pour, alors que Oui, moi, j'ai ouais. pleuré dans la construction de certains raisonnements, et notamment ceux de Candice. Donc, en fait, c'est pas du tout la même intention, donc c'est normal. Mais oui, il y a des scènes, oui, qui ont été écrites pour, pour Ah pleurer, ça bah, c'est je sûr. peux dire que ça a bien marché, parce que moi, il y a des scènes, mon cœur, il faisait des petits bonds, j'étais sur le canapé, je me retenais, j'étais là, tout va bien, c'est un livre, tout va bien. Je peux te dire que, par exemple, la scène de la voiture, je l'ai très mal vécue. Alors là, Ouais, je oh, comprends. c'est... C'est des scènes où j'ai pas forcément pleuré, mais par contre, j'étais mal. Oui, je vais Ah pas oui, te oui, bah mentir. oui. Voilà. Ouais, après, pleurer en écrivant ou même en lisant, c'est toujours un peu surprenant parce que tu sais, tu te laisses tellement avoir par Mm. tout ce qui se passe que, en fait, émotionnellement, t'es dépassé, en fait, par tout Ouais. ce qui arrive et c'est même pas dans l'optique forcément de pleurer. Moi, je sais qu'il y a plusieurs histoires que j'ai écrites et pareil, il y a des scènes que je faisais pour pleurer les gens et ça me faisait rien. J'étais juste là en Et- mode, bon, bah écoutez, pleurer, maintenant c'est bon. Genre c'était triste et genre ça me faisait quelque chose parce que j'étais là, oh c'est horrible ce qu'ils vont vivre mes personnages et les lecteurs. Mais d'un côté j'étais en mode hi hi hi, petit diable qui réussit à faire pleurer les gens, tu vois. Mais c'est exactement ça, c'est qu'on écrit des scènes qui sont faites pour pleurer et on les écrit dans ce but. Et à un autre endroit, une phrase anodine ou quatre lignes où personne ne va pleurer, mais toi, tu sais que tu as pleuré parce que en l'écrivant, ça faisait écho à toi. Et du coup, c'est voilà, c'est comme je disais, c'est pas la même intention. Est-ce que tu savais déjà la fin que tu voulais faire quand t'as commencé à écrire ou ça a changé au fil du temps? Ça a tellement changé. À l'origine, c'était pas du tout cette fin. À l'origine, c'était une fin ouverte. Et donc, en fait, j'ai dû, en voulant être publiée, j'ai dû entrer dans les codes de la romance. Et pour être dans les codes de la romance, j'ai dû faire une happy end. À l'origine, c'était une fin ouverte. Donc, ni heureuse, ni malheureuse. Elle tendait quand même plus vers le happy end, mais c'était une fin ouverte à l'origine. Donc, ouais, après, ça a changé. Donc, pour le coup, pour le coup, au début, c'était pas ça. Comme on disait tout à l'heure, on commence avec une idée de fin, une idée d'histoire, etc. Et souvent, bah, en fait, c'est plus du tout ce qu'on avait prévu au début, quoi. Ouais, totalement. On avance, on grandit tout en écrivant l'histoire. Donc, c'est surprenant. Et est-ce que c'est quelque chose qui justement t'a frustré ou comment tu t'es senti face à cette fin justement qui a changé? Je parlerai pas de frustration parce que je comprenais pourquoi je devais la changer parce que en tout cas si je voulais que ce soit inscrit dans le code de la romance, il y a des codes et il fallait que je les accepte.
Donc je parlerai pas de frustration, par contre elle reste dans un coin de ma tête et je me dis dans une fin alternative, ça se finit comme ça. Mais j'étais vraiment hyper contente d'offrir une happy end à Scam et Candice dans tous les cas. J'étais très heureuse parce qu'ils le méritaient après tout ce qu'ils avaient traversé. Donc franchement pas de frustration. Dans un cas comme dans un autre, j'étais très contente. C'est tant mieux alors. Mais du coup, ça me permet de passer sur l'édition, parce que comme tu parles des codes de la romance, on peut aller du coup plus sur l'édition. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont aussi des auteurs, donc on va essayer aussi de parler un peu d'édition, soit pour donner des conseils, soit pour qu'ils puissent justement comprendre certaines choses et voir peut-être des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues. Du coup, Mhm. par rapport à ta maison d'édition, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui les as contactés? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? Non, j'ai soumis de manière classique par mail en septembre 2024. Ok, donc en fait tu l'as terminé et dans la foulée tu l'as envoyé. Ouais, je l'ai terminé en juillet et du coup j'ai passé tout mon mois d'août à peaufiner les derniers détails, à préparer mes dossiers de soumission. En septembre, j'ai envoyé à une dizaine de maisons à peu près que j'affectionnais et les réponses sont arrivées en janvier 2025. Ok, ouais, ça a été rapide quand même en termes de réponse du coup. Et du coup, t'avais eu plusieurs offres ou c'est vraiment que celle-là qui t'a répondu? C'est toi qui as choisi celle-là en particulier? Pour Golden Scars, j'ai eu trois propositions. Et du coup, j'ai choisi Addictive parmi les trois. Déjà, à l'origine, c'est une maison d'édition que j'affectionne beaucoup, de par leur couverture, de par leurs histoires qui sont, je trouve, toujours originales, qui se ressemblent pas. Et puis, travaillant en librairie, je voyais passer cette maison d'édition, que ce soit en rendez-vous repris, enfin, là, je parle un peu de mon métier, mais c'est une maison ouais, que j'aimais beaucoup, que ce soit sur les réseaux, sur leur DA, voilà, j'aimais beaucoup. Donc, dans un premier temps, il y a eu un visio avec mon éditrice et je voulais voir comment ça matchait. Et surtout, je voulais voir comment elles avaient vécu la lecture de ce roman et si Mhm. elles savaient, ou si elles l'avaient compris comme je l'avais écrit. Ou... voilà, je voulais voir ce qu'elles voulaient en faire, entre guillemets, en Oui, travaillant oui. avec moi. Et en fait, le visio s'est tellement bien passé, ça a matché tellement vite, et elles avaient totalement compris et cerné tous mes personnages. Et je me souviens, ça m'a marqué. La première chose qu'elle a dit, mon éditrice, c'est ta force dans ce roman, c'est la psychologie des personnages. Et j'ai dit, Ah mais oui, bah oui. c'est tout ce que je voulais entendre. Et donc, c'est comme ça que je me suis dirigée vers Addictive. Ouais. Elle a eu totalement raison, hein. C'est vraiment ça, la psychologie des personnages, c'est vraiment le cœur du roman. Ouais, et j'étais très contente que ce soit la chose qu'elle voulait garder et mettre en avant dans le travail édito. Et donc, ouais, j'ai pas hésité. Et du coup, tu as parlé d'un dossier, d'un formulaire pour justement pour renvoyer à la maison d'édition avec ton livre. Pour ceux qui savent pas, qu'est-ce qu'on met dans ça? Alors, tout dépend les demandes par les maisons d'édition qu'on peut trouver très souvent sur leur site. Mais en règle générale, c'est un synopsis. Donc, ça, c'est un peu un cauchemar. C'est c'est de résumer ton histoire chapitre par chapitre, que au niveau des tris des manuscrits, ce soit très vite cerné, que ton projet soit très vite cerné. Ta présentation pardon, d'autrice, un résumé type quatrième de couverture de ton roman, ça aussi c'est un casse-tête. Moi j'ai voulu aller plus loin, j'ai carrément fait un dossier PDF avec mes personnages, les esthétiques, les tropes, les trigger warnings. J'ai vraiment mis tout de A à Z, tout ce qui pourrait leur être utile. Et voilà, dans chaque mail, je disais, je me suis permise de rajouter un dossier de présentation. Voilà, généralement, c'est ce qu'ils demandent, je crois. Et le nombre de mots. Enfin, après, c'est tous les aspects techniques, mais généralement, on le retrouve sur leur site. Ouais, c'est assez facile quand même, c'est assez accessible, ouais, c'est Mm. sûr. Mais c'est vraiment bien que tu aies mis quelque chose en plus. Quitte à soumettre, je me suis dit, ben, on va tout mettre, hein. Bah oui, Il faut qu'ils captent direct l'idée. Donc, ouais, j'ai fait les choses à fond. et du coup, tu nous as parlé un peu de ton éditrice, que ça s'est très bien passé avec elle, etc. Et j'ai vu aussi un TikTok que tu as fait récemment quand tu parlais que tu as ouvert le mail, le fameux mail où il y a les corrections et tu étais en mode j'ai peur et au final ça va. C'est quoi les plus grosses modifications qui ont été demandées? Déjà, la plus grosse modification, ça a été de transformer une duologie en intégrale. Non, purée. Parce qu'à l'origine, Golden Scare, c'est une duologie. Et moi, quand je l'ai soumis, en premier lieu, c'était un tome 1. Ah.
Et en fait, quand j'ai eu le visio avec mon éditrice et tout ça, elle m'a dit, mais en fait, on va en faire une intégrale. Si tu es d'accord, on en fait une intégrale. Et elle m'a expliqué pourquoi. Elle m'a pas juste dit, Oui, voilà. Et en fait, elle m'a mis en évidence, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que j'étais pas assez axée sur la romance et qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'intrigues secondaires par rapport à tous les personnages secondaires. oui. Et donc, elle m'a dit, si tu veux le vendre comme une romance, va falloir le retravailler et en faire une intégrale. Et que tu peux garder, elles disent, c'est très bien que ce soit un romantique suspense, mais du coup, va falloir réaxer tout ça dans le bon Mhm. sens. Et donc, le plus gros travail, ça a été de transformer du coup deux tomes en un. Donc, surtout que j'avais une limite à pas dépasser en nombre de signes. Enfin voilà, c'était un casse-tête sans nom. Mhm. Donc ça a été la plus grosse difficulté, je dirais, parce que après, pour le reste, c'était de la réécriture C'était plus de la cohérence, entre guillemets, mettre certains chapitres un peu plus tôt, certaines actions un peu plus tard, un peu développer aussi les descriptions, par exemple, où j'étais très légère. Il fallait que je développe l'ambiance également, parce que j'étais beaucoup axée sur les émotions et les dialogues, mais un peu moins sur ce qui les entourait, tu sais, la Mhm. mise en ambiance. Donc ça a été plus ça, le travail édito. Et j'en avais très peur, mais au final c'était très cool. Et ça va, ça n'a pas été trop dur de justement te replonger dedans et de te dire, ok, ça faut que je développe plus, sachant que tu as déjà les scènes dans ta tête. Enfin, tu vois, est-ce que tu as eu du mal à te remettre dedans et à le développer ou ça va? Ça a été. Après, c'est vrai que du coup, j'y avais pas touché depuis 6 mois. À cette époque-là, j'étais déjà sur un autre roman, donc il m'a fallu un temps d'adaptation pour me dire, ok, là, je suis revenue ici. Mais comme c'était des choses à développer entre guillemets, je dis entre guillemets avec des pincettes superficielles, ça a été en soi, parce que c'était vraiment que du plus à rajouter. Ouais, ok, je comprends. Bah, c'est trop cool parce que la réécriture, je pense qu'il y a beaucoup de d'auteurs qui en ont peur. Ouais, après, c'est normal d'en avoir peur. En tout cas, moi, chez Addictive, de mon expérience, elles m'ont toujours dit, si tu n'es pas d'accord avec un de nos changements, il ne change pas. Il C'est reste cool comme tu ça. l'as écrit. En fait, si tu veux, tout ce que j'ai changé, c'est parce que j'étais d'accord avec leurs remarques et que je les trouvais pertinentes. Et aussi, parce que c'est leur job, donc je les trouvais pertinentes. Et je disais, ah oui, c'est pour ça qu'elles sont éditrices. C'est très intelligent ce qu'elles viennent de me dire. Donc c'est là que j'ai réalisé que vraiment un œil professionnel, c'est toujours un plus. Donc, mais en tout cas, elles m'ont toujours dit, si tu n'es pas d'accord, on en parle. Et si à la fin de cette discussion, tu n'es toujours pas d'accord, ça reste tel quel. Donc C'est ça, génial. c'était vraiment chouette parce que je crois que c'est pas le cas dans toutes les maisons d'édition, en tout cas des témoignages que j'ai pu voir sur les réseaux. Mais en tout cas, de chez Addictive, de mon expérience, c'était vraiment top. Ah bah, c'est trop cool. Et du coup, ta maison d'édition, bon, vu comment t'en parles, je comprends bien que t'as une très bonne entente avec et que ça s'est bien passé. Comment ça s'est passé pour tout ce qui est dédicaces, goodies, les trucs comme ça? Est-ce que voilà, c'était un peu comme tes attentes? Est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est trop bien passé. J'étais même très étonnée parce qu'en premier lieu, ce sont elles qui m'ont dit, enfin, du coup, c'est leur équipe qui s'occupe des dédicaces qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit, écoute, on a telle librairie où on peut te faire dédicacer, telle librairie, telle librairie. Elles m'ont fait une liste de 10 librairies avec des dates, machin. Elles ont tout géré de A à Z. Moi, je disais, oui, bah là, je peux aller là à ce moment-là, je peux y aller, tout ça. Et c'est vraiment elles qui sont parties à la recherche des librairies où je pouvais dédicacer. Et après, c'était juste à moi de dire oui, non. Et elles me trouvaient les horaires et tout ça. Enfin, elles ont géré tout de A à Z. Et je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand la première dédicace qu'elles m'ont proposée, c'est ben, est-ce que tu vas aller dédicacer au Festival de Strasbourg en avant-première, avant que le livre sorte? Eh Je oui. dis, mais c'est incroyable. Du coup, j'y suis allée le 6 ou 7 février, je crois, et le bouquin sortait que 10 jours après. Et je trouvais ça génial. J'ai dit, alors que je suis une primo-autrice, tu vois, je suis pas très connue, je suis pas. Je trouve que l'égalité des chances chez Addictive est vraiment top et vraiment à noter, quoi. Après, j'ai fait le Festival du Livre à Paris. Et là, pareil, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit, mais c'est mon premier roman. Parce que du coup, je connais les réalités de l'édition et voilà, je l'idéalise pas non plus. Il y a des choses bien, des choses moins bien. Et je m'attendais absolument pas à être invitée à dédicacer au Festival du Livre. Et le fait que Addictive me dise, mais si, tu vas être sur notre stand, c'est génial. C'est génial. Franchement, c'était top. Bah oui, c'est sûr que pour commencer avec ton premier, en plus c'est un premier roman, Mm. souvent ça peut être compliqué, etc. Donc que tu eu cette expérience dès le début, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est vraiment top.
Vraiment, mon expérience avec Addictive, j'en garde que des bons souvenirs. Je crois qu'il n'y a pas eu de négatif, tant mieux. Je touche du bois, mais je me sens vraiment chanceuse en tout cas. Mais écoute, moi je me trouve chanceuse de t'avoir aujourd'hui avec nous, donc c'est aussi vraiment c'est vraiment génial que tu sois là pour répondre à toutes les questions et à bah, juste parler de ton roman. On va faire un petit jeu si ça te va. C'est des Ouais. réponses et questions très rapides. Ok, j'ai peur. Ok, c'est parti. T'es prête? Ouais, Ok. Écrire de nuit ou de jour? de nuit. Premier jet ou correction? Correction. Romance psychologique ou romance légère? Psychologique. Écrire avec une playlist ou en silence? Playlist. Candice ou Scam? Euh, Candice. Le personnage le plus difficile à écrire? Euh, Svetlana. Le personnage le plus facile? Candice. La scène la plus douloureuse à écrire? Oh là là. Sans réfléchir, sans réfléchir. Bah, on en a parlé tout à l'heure, la scène du musée, je dirais. Et si tu pouvais parler à la Laura qui commence le manuscrit, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de s'accrocher et de croire en elle. Bah, finalement, c'est ce que t'as fait. Tu t'es bien accroché et tu as cru en toi. Regarde ton livre où il est aujourd'hui et ce que Ouais, tu fais. ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Dernière petite question. Est-ce que tu as un projet en préparation? J'en ai beaucoup trop et je crois que tu comprendras très bien là-dessus. Ah oui, oui, je comprends. Mais là, actuellement, est-ce qu'il y en a un auquel tu réfléchis plus que les autres, que tu écris, etc. Mais actuellement, du coup, mon deuxième roman qui actuellement est en train d'être lu par mon éditrice. Hmm. Voilà, et en ce moment, oui, j'en ai écrit un troisième. Je suis un peu revenue aux sources. Je suis repartie sur un romantique suspense. Oh, et du coup, le deuxième, tu peux nous dire chez quelle maison d'édition ou pas encore, c'est secret? Mais du coup, il n'est pas encore signé pour le coup. Mais là, il est lu chez mon éditrice de Addictive. Ok, bon bah c'est super. Voilà. Ça voudrait dire qu'on aurait éventuellement bientôt un nouveau roman. À voir si ça se concrétise ou pas. On croise les doigts. Je touche du bois pour toi que ça se concrétise Merci. et pour tous les lecteurs qui veulent te lire, je pense que ça sera la même chose. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, en tout cas, merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation et c'était vraiment un plaisir de te parler, de découvrir les coulisses de ton roman avec toi. C'était vraiment génial, donc merci d'être venu. Mais merci à toi surtout. Franchement, ce podcast a été exceptionnel. Échanger avec toi et aussi voir que tu as autant aimé Golden Scar, ça me touche beaucoup trop. Je réalise toujours pas, alors que ça va bientôt faire 6 mois qu'il est sorti, mais c'est un peu le syndrome de l'imposteur, mais c'est très très gentil. Donc merci à toi pour l'invitation. Non, mais c'est avec plaisir. Honnêtement, je te connaissais pas avant Golden Scars et je Mhm. connaissais pas le livre non plus avant il y a quelques mois, là, il y a un mois, je pense. C'est Euh, normal. mais quand j'ai vu le livre sur les réseaux et le forcing de Laura à le mettre sur tous ses réseaux, Oui, 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 c'est son livre préféré, ça me Laura touche trop. elle Elle est sera très adorable. heureuse, ouais, elle sera très heureuse qu'on parle d'elle maintenant. Mais c'est vrai que elle m'en a tellement parlé que je me suis dit, il faut que je le lise. Et il me tentait par la couverture. Je me disais, mais il a quelque chose en plus, il serait beau dans ma bibliothèque, etc. Et je m'attendais pas à ça en le prenant. En fait, je m'attendais pas à ce genre d'histoire. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de le continuer, de le lire et de m'attacher et d'en découvrir aussi forcément plus sur toi. Donc, grâce aux réseaux sociaux et tout ça. Et vu ta vibe, de ce que tu renvoyais, je me disais, c'est parti, go faire un truc avec toi. Et écoute, si dans le futur, tu veux revenir, soit pour tes prochains romans ou pour parler psychologie, parler personnages, de ce que tu veux, n'hésite pas, c'est avec plaisir que tu peux revenir. C'est vraiment adorable, merci beaucoup. Et ouais, je suis très contente qu'il y ait des personnes sur les réseaux comme Laura qui réussissent à réunir des gens comme ça qui, de base, ne se seraient jamais rencontrés au détour d'une lecture et comme quoi. Donc Bah vraiment, oui, merci. oui. Enfin, merci à toi pour cette invitation, c'était vraiment, vraiment super. Bah, avec plaisir et merci du coup à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Voilà, un petit rappel, le livre de Laura est disponible partout, vous pouvez vous le procurer et foncez. Voilà, foncez, il est vraiment génial. En tout cas, merci encore d'avoir passé un moment avec nous tous et on se retrouve pour les autres avec un nouvel épisode bientôt. Ciao! Salut!